Croison. Bienvenue dans le premier podcast du cabinet de recrutement Les Vavis. Bonjour. Bon. Déjà, je voulais commencer par te remercier. T'es mort de rire, moi un peu moins, t'es plus à l'aise, t'as plus l'habitude. Nous, c'est un exercice qu'on fait pas souvent, mais c'est pas grave. On a décidé au cabinet de sortir de notre zone de confort. Exactement. Merci, c'est gentil. Et de mettre à disposition de notre communauté des parcours de vie que nous, on estime être des parcours de vie remarquables et qui viennent toucher le cabinet par l'ADN que les gens ont, ce qu'ils donnent, leur générosité et l'exemplarité qu'ils ont dans leur parcours. Je t'ai demandé gentiment si tu étais d'accord pour faire cette interview et je te remercie pour le cadeau que tu nous fais et à nous en tant que cabinet de recrutement parce qu'on a à cœur de tordre le cou à tous les a priori RH qu'on retrouve dans le milieu de l'entreprise en France et franchement tu étais le meilleur exemple qu'on pouvait avoir pour démarrer, donc un grand merci à toi. Cadeau, je me souviens pas qu'on avait dit cadeau, mais bon, allons-y, continuons. Hein. Les temps sont durs, on est en confinement, il faut partager. Exactement. Du coup, ce qui sera intéressant, c'est que tu nous fasses un rappel de qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es connu, parce qu'il y en a qui te connaissent, d'autres pas, dans ceux qui vont voir cette vidéo. Et là, vous avez environ 1h30 pour la présentation, c'est ça? Alors moi, tu vois, je suis confinée. J'ai quelqu'un qui m'a fait une super vanne lundi. J'ai annulé tous mes... Pardon, t'as dit quoi? J'ai annulé tous mes rendez-vous extérieurs pour toi, donc moi j'ai... Oui, voilà, d'accord. Je vois qui c'est qui t'a fait cette vanne. Alors, pour me présenter, bonjour à tous, je m'appelle Philippe Croison. Aujourd'hui, j'ai 52 ans et à l'âge de 26 ans, j'ai eu un accident. En démontant une antenne de télévision, j'ai heurté une ligne de 20 000 volts et le courant est rentré par les mains, ressorti par les tibias. Et pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les 4 membres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis distributeur d'énergie positive. Depuis que j'ai pris toute cette énergie, tout ce courant en moi, j'ai envie de leur distribuer. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Émilie lors d'une conférence que je donne. Je fais à peu près une centaine de conférences à l'année. Donc, c'est pratiquement une conférence tous les 2 jours, tous les 2-3 jours. Donc, j'aime ça. J'aime être en contact du public. J'aime partager. Je crois le maître mot de mon existence aujourd'hui, c'est partager. Alors, bien sûr, le parcours a été long. Entre 1994 et l'histoire de vouloir traverser la Manche à la nage, il s'est passé plus d'une dizaine d'années où j'ai réfléchi, je ne savais pas où je voulais aller. Vous savez, les fameuses 5 phases à franchir. D'abord, la phase de négation. On refuse ce qui nous arrive, on refuse la sanction, vous savez, avec les fameux pourquoi. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi. Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Et vous allez voir que ce que je suis en train de vous dire là maintenant, on peut le projeter à ce qui nous arrive collectivement avec le coronavirus, le Covid-19, voilà, c'est plus facile. Eh bien, c'est mon parcours de vie, moi, mes 5 phases, on peut les transposer avec ce qui nous arrive collectivement. C'est-à-dire que d'abord la négation, et on l'a vu avec les gens qui vont se promener dans la rue, qui comprennent pas le message. En même temps, on a eu aussi un petit gouvernement qui nous a pas délivré les bons messages tout de suite, parce qu'il nous a livré des messages de... Eux, je pense aussi, ils étaient dans le déni aussi, ils voulaient pas y croire. Après, vous avez la phase de négociation, où vous négociez avec vous-même. Moi, en l'occurrence, c'était entre vivre ou mourir. Là, aujourd'hui, les gens, ils sont dans la négociation entre dire, mais est-ce que c'est vraiment réel? Mais franchement, je peux sortir, franchement. Voilà. Est-ce que ça va durer longtemps? Voilà, ils sont dans cette phase de négociation avec eux-mêmes, savoir ce qu'ils vont pouvoir faire pendant et surtout après. Ensuite, vous avez la phase de dépression. Voilà, une phase de dépression qui a duré un certain nombre d'années, même beaucoup d'années. Et ensuite, la phase de colère. La fameuse phase de colère où là, on a envie de tout casser, tout exploser, on en veut à la terre entière de ce qui nous est arrivé. Et après, la phase du retour à la vie. L'acceptation, le redémarrage. Et je pense qu'on va franchir ces 5 phases tous ensemble. Ça va être compliqué, puisqu'après la crise qu'on est en train de traverser maintenant, la crise du Covid-19, il va nous falloir traverser une crise économique. Donc, il va y avoir 2 crises successives où il va falloir franchir les 5 phases au fur et à mesure de ces 2 crises successives. Tout à fait. C'est super important ce que tu es en train de dire. C'est vrai que je te rejoins là-dessus. Je pense que dans la vie, ça m'appartient, c'est très personnel, il n'y a pas de hasard. Il y a des rencontres et des événements de vie. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai la sensation que le Covid va apporter des choses tristes à certaines personnes qui vont le traverser eux-mêmes ou leur famille ou leurs proches.
Mais j'ai la sensation que ça amène aussi à la société dans laquelle on vivait jusqu'à présent du calme, une pause, du temps pour soi différemment et pour les siens, et beaucoup plus d'urgence que ce que les gens s'en donnent habituellement, notamment dans le milieu de l'entreprise, où il y avait beaucoup de tabous sur le télétravail en France, sur des choses comme ça, où la force des choses nous a ramené gentiment dans l'ordre des choses, et du coup, les gens sont obligés de s'y plier finalement, et peut-être qu'on va gagner du temps sur d'autres modes de travail, mais c'est une autre question. Non, mais tu as entièrement raison, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils ont du temps pour eux, pour réfléchir surtout, pour réfléchir sur leur parcours de vie. Est-ce que c'était vraiment ma life? Tu sais, moi j'ai eu un accident, donc cette réflexion, je l'ai eue dès que j'ai eu mon accident. Quand je suis revenu à la vie, j'ai eu cette réflexion. Est-ce que je repars dans le même parcours de vie que j'avais avant, ou j'ai envie de décider de changer de vie, et c'est pas la société dont j'avais envie, c'est pas mon parcours de vie que j'avais envie. Donc, et surtout, on vient de comprendre que la vie est courte. En quelques jours, on vient de comprendre que la vie est courte. On est confiné, on est chez soi. Donc, ça apporte cette réflexion, et j'espère que cette réflexion, de toute façon, dans tout drame qu'il y a eu dans l'espèce humaine, ça a toujours porté quelque chose de positif. Donc, on verra ce qui va en sortir. Je n'ai pas la réponse, par contre. Je crois que personne là, et on va laisser faire les choses. Oui, exactement. Sinon, je m'appellerais Nostradamus, mais ça, non. Notre reconversion, on a un scoop du coup. Oui, voilà, ouais. Du coup, c'est intéressant, tu parlais de toi avant, après. J'aimerais bien, si tu es OK, vu qu'on a un cabinet de recrutement, tu sais, on a à cœur d'avoir des questions pas toujours très fines en entretien, du genre tu étais qui avant ton accident, mais les gens qui ne te connaissent pas avant, moi en l'occurrence, est-ce que tu avais un caractère, une personnalité très différente, ou est-ce que tu avais déjà cette joie de vivre et tout avant? Alors, je pense que cette mentalité de joie de vivre, je l'ai depuis tout petit. Ouais. Je pense que. Alors, il y a deux personnages dans ma vie qui m'ont éduqué. Il y a ma grand-mère et ma mère. Ma grand-mère avait une place très très importante dans mon cœur. Et ma grand-mère m'a élevé dans le sérieux. Ma grand-mère m'a élevé dans c'est quoi la vie. Et ma mère m'a élevé dans la bêtise. Voilà, ma mère, elle adore faire des bêtises. Et elle a toujours adoré me déguiser. Elle a toujours adoré me faire des trucs de ouf. Voilà, je pense que ma mère m'a apporté cette énergie-là. Et ma grand-mère m'a apporté l'autre énergie du combat. Du combat, de se dépasser, d'aller au-delà de ce qu'on croit être capable de faire. Et de s'y tenir surtout, de ne pas lâcher l'affaire. Donc voilà, j'ai eu ces deux personnages-là dans ma vie. Il y a encore ma maman qui m'accompagne encore aujourd'hui de temps en temps pour les conférences, parce qu'elle adore ça. Donc, de temps en temps, je lui dis, mais maman, il faut que tu prennes ta retraite. Et elle me dit, non, arrête, j'ai embauché du monde. Parce que je fais beaucoup de conférences, donc j'ai embauché du monde, et elle est pas contente. Elle me dit, oh, dis donc, c'est quoi cette histoire? Donc voilà, voilà un petit peu mon trait de caractère. J'ai toujours été un bout en train, et j'ai toujours, quand il y avait des mariages dans la famille, par exemple, on me demandait toujours d'être le garçon d'honneur. Et d'ailleurs, après mon accident, quand je suis sorti du centre de rééducation, il y a une de mes cousines qui allait se marier. Et c'était une de mes plus grandes joies en sortant du centre de rééducation. Elle m'a demandé d'être le garçon d'honneur. Moi qui étais dans mon fauteuil roulant, je venais de sortir de l'hôpital. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux être mon garçon d'honneur? Je lui ai organisé une fête de ouf, quoi. Mais un mariage de dingue. Donc voilà un petit peu mon trait de caractère. Mais je pense qu'on... excuse-moi, mais je parle de l'énergie et de... Je pense qu'on l'a tous en nous. On a tous cette énergie du dépassement de soi. On a tous cette énergie de vouloir vivre une vie meilleure. Mais tant qu'on est dans le train-train quotidien, avant le Covid-19, on est bien, quoi. Pourquoi faire plus? Pourquoi s'embêter? On est dans notre train-train quotidien, tout va bien. Mais le jour où il nous arrive une tuile et qu'on se retourne, on dit, waouh, c'est moi qui ai été capable de faire ça? C'est moi qui ai été au-delà de ce que je croyais être capable de faire? Et là, on se rend compte que, ouais, on est capable de grandes choses, ouais. Mais je pense qu'on l'a tout en nous, mais tant qu'on n'en a pas besoin, on ne l'utilise pas. Tu parlais de la traversée de la Manche tout à l'heure. Tu me reprends si je te dis des bêtises sur ton parcours. Je rappelle que c'est pas mon métier, je ne suis pas journaliste et c'est ok, c'est pas grave. Est-ce que tu peux rappeler à ceux qui nous regardent aujourd'hui comment ça a démarré? C'est-à-dire que comment tu passes de la sortie de ta maison de convalescence, de repos, de rééducation, etc. à je traverse la Manche. Il y a eu d'autres épreuves, notamment une, il me semble, qui est liée à tes garçons. Il y a quoi, pardon? Il y a une épreuve sportive que tu as faite avant qui était liée à un cadeau de tes garçons, je crois. Oui. Alors ça, c'est mes garçons. Alors, ouais, on peut partir pour l'histoire de la traversée de la Manche et on va repartir vraiment à la genèse. C'est quand je me réveille sur mon lit d'hôpital, 2 mois après, je sors d'un pseudo-coma. Mon petit bébé arrive au monde, Grégory. C'est-à-dire qu'on arrive au monde tous les deux en même temps. Et là, on me dit, écoute, ça serait bien que tu sois là pour le guider sur le chemin de la vie, tes 2 garçons. Et ça m'a réveillé. J'ai décidé de vivre à partir de ce moment-là. Et je demande à une infirmière d'allumer la télévision et je vois une jeune fille traverser la Manche à la nage. C'est la première chose que je vois
quand je me réveille, et pourtant j'ai plus de bras et plus de jambes. Et quand je vois ça, je dis waouh, pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi je traverserais pas la Manche à la nage? Et ça reste dans ma tête, hein, c'est pas un truc qui me harcèle. J'en parle comme ça de temps en temps, pendant 10 ans, j'en parle à ma famille, mes amis, mais pas, c'est sporadique. Et un jour, effectivement, bah, avant d'arriver à l'enveloppe avec mes garçons et les 3 filles de Susanna, euh, quand mon épouse s'en va, 7 ans après mon accident, je vis 3 ans comme ça avec mes 2 garçons. J'essaie de synthétiser, hein, de faire un peu plus court, hein, pour ceux qui veulent savoir plus, pour venir en conférence. Et je me suis dit, au bout de 3 ans, mais je suis pas fait pour vivre tout seul, quoi. Et je me suis inscrit sur un site de rencontre, Internet, et j'ai rencontré une nouvelle fois l'amour, qui m'a donné les ailes, enfin plutôt des palmes en l'occurrence, là, du coup, là, pour traverser la Manche. Et, au bout de 3 ans de vie commune, avec Susanna a 3 filles, moi j'ai 2 garçons, et le plus gros bébé de la famille, bah, c'est moi, hein, parce qu'il faut s'en occuper, les gros bébés. Et je fais un saut en parachute. Mes enfants m'offrent un saut en parachute, un de mes vieux rêves. Et je fais un saut en parachute à 4200 mètres d'altitude. Et là, il y a plein de journalistes qui viennent. Et en même temps, ils venaient de voir un poulet prêt à cuire sur un avion. Merci pour la vanne. C'est ah et, et là, il y a une journaliste de France 3 qui me dit, c'est quoi votre prochain rêve? C'est quoi votre prochain objectif? Et là, je le fais plus court, mais je lui dis que j'ai envie de traverser la Manche à la nage. Et elle m'invite sur le plateau télé quelques mois plus tard et elle me dit en plein direct, alors comme ça, vous avez traversé la Manche à la nage? Et là, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, je dis oui. Et l'aventure est lancée. Et l'aventure est lancée pour comprendre mon mode de fonctionnement aujourd'hui, contrairement à beaucoup de gens qui ont des rêves, qui ont des envies. Et c'est peut-être un message fort à délivrer aujourd'hui. C'est, j'ai d'abord une idée, ensuite je prends les informations, j'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. Alors que beaucoup trop de gens, malheureusement, dans notre société, ont des rêves, des envies, mais tout de suite derrière, ils vont se poser la mauvaise question. Ils vont avoir peur en deuxième position. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque? Le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qui va se passer? C'est fini. Ils s'enlèvent 80% de chances d'y aller. 80% de chances d'atteindre leur objectif, d'atteindre leur rêve, ce qu'ils avaient envie de faire dans leur parcours de vie. C'est, je saute du coq à l'âne, pardon, mais quand je travaillais au magazine de la santé sur France 5, j'ai fait une chronique pendant 6 ans. J'avais relevé une enquête qui a été menée aux États-Unis. On a demandé aux personnes en fin de vie, c'est quoi votre plus gros regret? Et à plus de 85%, les gens ont répondu, j'ai pas réalisé mon rêve. C'est violent, non? C'est violent, non? Donc voilà, moi je me suis lancé dans cet objectif avec Susanna, ma compagne. J'étais pas sportif, je savais pas nager. Et quand on sait que le taux de réussite chez les valides est de 10%, il faut savoir qu'il y a à peu près entre 600 et 700 personnes tous les ans qui viennent tenter leur chance pour traverser la Manche et il y en a seulement 10% qui réussissent chez les valides. Et bien pendant 2 ans, on a travaillé comme des dingues. On a fait 35 heures de natation par semaine, 280 km par mois de natation, 6 heures de gainage par semaine pour atteindre un objectif, traverser la Manche et surtout changer mon parcours de vie. Et je dis jamais je, hein. C'est toujours on a traversé et on a réussi. Parce que c'est toujours un travail d'équipe. Le jeu n'existe pas. Si quelqu'un vous dit ben il faut le fuir. Il faut le fuir. Il n'a rien compris à la vie. Donc voilà comment un petit peu mon explication de la traversée de la Manche. Chouette, merci pour cette explication. Du coup, je vais rebondir sans transition sur ce que tu viens de dire parce que c'est super intéressant quand tu parles du on. Là, on s'adresse dans les gens qui nous écoutent à des gens qui travaillent en entreprise ou qui gèrent une entreprise, qui entreprennent. Du coup, il y a une espèce d'industrie croisante qui s'est montée. Tu écris des livres. J'invite d'ailleurs les gens à aller lire ce que tu as pu rédiger, partager avec eux au travers de tes écrits. Tu fais des conférences et puis tu es un aventurier de l'extrême aujourd'hui. Tu n'as pas fait uniquement la traversée de la Manche. Hein, je t'invite à développer aussi ce que tu as fait. Je fais juste une parenthèse. Du coup, comment on gère ça? Parce que toi, tu travailles dans un truc qui n'avait rien à voir et là, tu te mets à entreprendre. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu manages des projets ou des gens. T'es quel manager? Comment tu gères les choses en tant que manager? Tiens, ça m'intéresse. Moi, mon leitmotiv, c'est tout est possible. Donc, et surtout, c'est d'oser. Oser les choses. Tu sais, il y a un médecin, quand je suis sorti de mon centre de rééducation à Carpap en Bretagne, où j'avais été repasser mon permis de conduire, j'avais peur. J'avais peur du monde extérieur et j'avais honte de mon nouveau schéma corporel. Je ne savais pas comment affronter les gens. Donc je me suis renfermé sur moi-même et quand je suis rentré dans le bureau de ce médecin-chef, le mec il m'a dit, tu vois la porte là-bas? Il y a marqué interdit, va l'ouvrir. Et moi qui étais encore tout timide, je dis, mais pourquoi vous voulez jouer de la porte? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but? Et il m'a dit, parce que pour toi mon garçon, aujourd'hui rien n'est interdit mon gars. Ose. Tente ta chance. Et surtout, malheureux, attends pas que les gens viennent vers toi. Va les chercher, demande-leur un coup de main, provoque-les, mon gars, ose. Et depuis ce temps-là, je l'ai écouté. Et c'est pour ça que quand j'ai eu l'idée de voir traverser la Manche à la nage,
bah, je me suis mis, comme là, on est là tous les deux en ce moment, bah, je me suis mis derrière mon ordinateur et j'ai commencé à faire des recherches sur c'est quoi la traversée de la Manche à la nage. J'ai commencé à monter une équipe. Il y a plein de gens qui m'ont dit non, mais il y en a qui ont dit oui. Et avec ces gens-là, on a monté une équipe, on m'a transformé et surtout, quand tu parles de management, moi, je n'étais pas fait pour faire du management. J'étais un ouvrier métallo. J'étais mauvais à l'école et j'étais ouvrier métallurgiste. Donc, tu vois que mon parcours de vie, il est à 1000 années-lumière de devenir manager, quoi. Et j'ai appris une chose importante dans mon parcours avec ma famille et mes amis, parce que ma famille et mes amis, pendant 7 ans, on s'est autoprotégés. C'est-à-dire que personne ne parlait de l'accident, personne ne parlait de sa douleur. Et on s'est protégés les uns les autres. Et 7 ans plus tard, tout le monde a explosé. Quand moi j'ai explosé 7 ans après, parce que ma phase de colère, elle arrivait seulement 7 ans après mon accident, bah, tout le monde a explosé 7 ans après. Tout le monde a crié sa douleur. Et là, j'ai compris que c'était une énorme connerie. Une énorme tragédie. Et quand j'ai monté mes équipes, je leur ai dit tout le monde aura le droit à la parole. Mais vraiment tout le monde. Même le dernier qui vient de rentrer, il aura le droit à la parole. Parce que lui, peut-être qu'il aurait une bonne idée pour améliorer le corps ou améliorer les prothèses. Et donc, une fois par mois, on se réunissait avec les ingénieurs, les médecins, mon préparateur physique, mon entraîneur. Tout le monde était autour de la table. Et s'il y en avait qui a un problème d'ego, une peine de cœur, il fallait qu'il le balance sur la table. Et qu'il s'explique tout de suite. Et qu'après, on repartait à l'entraînement pour un mois. Donc voilà comment j'ai fonctionné avec mon équipe. Quand moi, j'allais pas bien, parce que ça arrivait assez souvent, c'est mon équipe qui me remontait le moral. Et quand mon équipe n'allait pas bien, c'est moi qui remontais le moral de mon équipe. Comme je le dis tout à l'heure, il n'y a pas de jeu. C'est vraiment un partage. Et surtout, la libération de la parole, quoi. La libération de la parole, ne pas avoir peur de parler. Et ça, je pense qu'encore aujourd'hui, malheureusement, dans le monde de l'entreprise, il y a une hiérarchie qui est tellement monstrueuse que les gens ont peur. Les gens ont peur de communiquer. Donc, ouvrez cette hiérarchie. Enfin, c'est un des messages les plus forts. C'est même, tiens, un exemple. Quand je me suis entraîné pour la Manche, je m'entraîne en Atlantique avec les gendarmes. Là aussi, j'ai osé. Hein, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur. Bonjour, monsieur le ministre, vous voulez bien me prêter les gendarmes et le bateau? J'étais connu de personne. Hein. Et il m'a répondu oui. Et je m'entraîne avec les gendarmes. Et là, il y a un élève, gendarme, qui regarde mes prothèses et qui dit Philippe, pourquoi tu ne ferais pas des ouvertures comme ça sur tes emboîtures en carbone? Et je pense qu'au niveau de ta cuisse, tu gagnerais du rendement. Et j'en ai parlé aux ingénieurs. Ça a énervé les ingénieurs. Effectivement, parce que ça les a un peu vexés de ne pas avoir eu cette idée-là. Ils l'ont fait quand même. Et j'ai gagné 10% de rendement supplémentaire. 10% de fatigue en moins. Alors que c'est énorme. Sur une distance de 38 km de manche, c'est ce que j'ai fait, c'est énorme. 10% de rendement supplémentaire, c'est juste extraordinaire. Donc voilà, c'est le dernier qui était rentré. Un élève gendarme a une idée extraordinaire. Parce qu'il a le droit à la parole. C'est juste ça. Là, tu parlais d'intelligence collective et de hiérarchie pyramidale, que ce soit participatif, en fait, le management, tout simplement. Mais on le voit aujourd'hui avec le Covid-19. Regarde toute cette énergie qui se met en place pour la création de masques, les échanges sur Internet. Moi, j'ai une idée, vas-y, balance-la. Ouais, ok, je la prends. Enfin, voilà, là, la parole est ouverte. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer maintenant. Et j'espère qu'on va l'utiliser pour l'avenir, pour le monde de l'entreprise, en disant, waouh, peut-être qu'on a loupé beaucoup de choses là. Ah, c'est sûr. Il faut espérer que ça donne envie de diffuser des messages bien différents dans les fonctionnements après, et qu'il y a un avant et un après Covid et que ça dure, parce que les gens ont tendance à oublier rapidement, je trouve, en France. Et ailleurs, hein, c'est humain. Et on va pas parler des attentats, des choses comme ça, mais les gens oublient vite que les gens qu'ils ont tapés pendant les manifestations qu'il y a eu en France, c'était les mêmes qu'ils applaudissaient 2 ans avant parce qu'il y avait des Bataclan. Et j'aimerais bien qu'on se rappelle qu'on a un peu plus la mémoire du ventre par rapport aux choses, tu vois. Enfin, c'est la mémoire humaine. Hein. La mémoire humaine a toujours tendance à oublier ce qui a été difficile. Le plus possible. Ouais. Et au niveau du recrutement, comment tu recrutes tes équipes? Parce que du coup, c'est un métier de recruter et toi, tu es du recruteur. Non, mais là, franchement, honnêtement, je vais être honnête. Au niveau du recrutement, c'est celui-là qui me dit oui. Hein. Je veux dire que... non, mais là, dans les aventures telles que celle-ci, bien sûr, j'essaie de m'entourer des winners. J'essaie de m'entourer des meilleurs. Regarde, j'ai trouvé l'ancien kiné de l'équipe de France de football de 98, Bruno Klein. Il était dans ma région. Le gars, je vais le voir, il croyait que c'était une caméra cachée. Il voulait pas me croire. J'étais gras comme un lardon, je faisais 20 kilos de plus qu'aujourd'hui. Le mec, je vais le voir, je lui dis, je veux traverser la Manche. Le gars, il est sorti en courant, il cherchait les caméras partout. Donc, mais voilà, j'ai réussi à le convaincre. Est-ce que c'est ma bouille? Est-ce que c'est mon sourire? Est-ce que c'est, j'en sais rien, mais les gens disent oui, quoi. Les gens disent oui. Après, j'ai appelé Arnaud et Jacques Tuzet, Arnaud Chasserie et Jacques Tuzet, 2 nageurs longue distance français qui avaient réussi. Donc, je les ai intégrés dans mon équipe. Ils ont dit oui. Donc voilà, j'ai réussi à convaincre des gens au fur et à mesure comme ça de mes aventures. Pour le Dakar, par exemple, quand je vais être pilote sur le Dakar, j'ai appelé un des meilleurs ingénieurs français. Et ben, le mec, bizarrement, il m'a dit oui. Je lui dis pourtant, j'ai pas 1 euro, j'ai pas une thune.
Il faut que tu travailles gratos pour le moment, quoi. Donc Super voilà. intéressant de dire parce qu'aujourd'hui, moi, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui, pour recruter, sont prêts à faire plein d'efforts sur l'aspect financier assez rapidement quand ils sont coincés sur un poste. Et moi, j'essaie de faire comprendre à mes clients qu'aujourd'hui, il faut qu'ils arrivent à séduire sur autre chose et surtout qu'ils arrivent à séduire tout court. Parce que longtemps, c'était les candidats, tu vois, qui devaient séduire les patrons en se mettant une pression monstrueuse pour aller en entretien. Et maintenant, vraiment, la donne est en train de changer. C'est-à-dire que les patrons doivent aussi être séduisants et avoir des valeurs et tout. Et là, toi, tu as recruté sur ça, sur ton ADN, sur qui tu es, sur ton projet, et tu as réussi à faire fédérer les gens là-dessus. Et c'est super important, ça. Et apporter aussi de… Ben moi, mon message, à chaque fois que je monte une équipe, je dis voilà mon rêve, voilà mon objectif. Est-ce que tu as envie de rêver avec moi, quoi? Est-ce que tu as envie d'y aller, quoi? C'est juste ça, quoi. Est-ce que tu as envie de… Tu sais, à chaque fois, mes aventures, 99% des gens me disaient mais c'est pas possible. Arrête! Tu vas aller droit dans le mur, mon gars. Arrête de rêver. Tu es en train de te faire du mal pour rien. Et j'ai réussi à monter une équipe. C'est les fameux 1% qui m'ont emmené à la victoire, quoi. Et quand moi, je réussis, c'est pas je réussis, c'est on réussit. C'est collectivement, quoi. Il y a une joie collective. Tu vois, un exemple, quand on traverse la Manche, normalement, je devais repartir en France le lendemain. On est resté 3 jours en Angleterre, toute l'équipe. On ne pouvait pas se séparer. On ne pouvait pas partir. Les médias nous ont pourri la vie, nous ont gueulé, tout ça. Mes parents qui étaient en France, du côté de la France, du côté de Ouessant et tout ça, se faisaient pourrir par les médias parce que je voulais pas rentrer. Mais j'en avais rien à faire des médias. Moi, ce que je voulais, c'était continuer à vivre avec mon équipe, parce qu'on avait vécu là, c'était un truc de fou, quoi. Donc, on chialait et on rigolait pendant 3 jours. C'est trop bien. Ça, c'est génial. Et est-ce que tu veux bien nous parler un tout petit peu de ton autre traversée? Ah, alors après, il y a eu, ouais, parce que il y a eu, excuse-moi, quand j'ai fini la traversée de la Manche, en retournant vers l'Angleterre, en pleine tempête, hein, il y a des vagues qui passent par-dessus le bateau, tout le monde est en train de vomir à bord du bateau. Et moi, pendant le retour, je suis à la fois heureux parce qu'on a réussi et à la fois très triste parce que c'est fini. C'est terminé, je vais me séparer. Tu sais, tout le monde retient la traversée de la Manche. Mais c'est pas le plus beau, la traversée de la Manche. Le plus beau, c'est les 2 ans de travail. C'est ce qu'on a vécu avec l'équipe, les difficultés, les craquages, voilà, se réconcilier, redémarrer, repartir. Enfin, les 2 ans qu'on a vécu, c'était un truc de fou, quoi. Et en repartant vers l'Angleterre, je me dis, mais ça y est, c'est fini, quoi. Je vais rentrer chez moi. Et en rentrant chez moi, j'ai regardé la map monde et j'ai vu qu'on pouvait relier les 5 continents à nage. Et je me suis dit, voilà le nouveau délire, je vais relier les 5 continents. Et j'ai demandé à Arnaud Chasserie, avec un des amis avec qui je m'étais entraîné, hein, qui avait traversé la Manche. Je lui ai dit, voilà, est-ce que tu veux le faire avec moi? Parce que je veux un symbole fort. Un symbole fort de dire que malgré nos différences de religion, de politique, de couleur de peau, même de handicap, comme le Covid est en train de faire maintenant, il s'en fout, lui, de tout ça, lui. Bah, ça veut dire qu'on n'est pas si loin les uns des autres. Et qu'on vit tous sur une petite planète qui est minuscule et qu'il faut y faire attention, quoi. Et c'est pour ça qu'on l'a fait à 2. Un nageur valide, un nageur handicapé, tous les 2, main dans le bras. Et puis, on a réussi, c'est encore une nouvelle fois, c'est une aventure de fou, quoi. Au départ, vraiment, honnêtement, j'étais parti sur un exploit sportif. Je dis, on va relier les 5 continents à la nage, ça va être un exploit sportif de fou. Et à la fin, je partais vraiment sur 90% d'exploit sportif et 10% d'aventure humaine. Et à la fin, c'est 90% d'aventure humaine et 10% d'exploit sportif. Enfin, quand on voit le film La Journée des frontières ou qu'on lit le livre Plus fort la vie, c'est une aventure humaine de fou, quoi. On a vécu avec les Papous, on a fini avec les Inuits dans l'hémisphère nord. Donc voilà, c'est une aventure humaine de dingue, quoi. Encore une fois, pas grand monde y croyait et on l'a quand même mené. Et là, par pitié, courez acheter les livres et courez le voir en conférence. Moi, ça m'a ne courez pas, commandez sur Internet parce qu'on n'a pas le droit de courir, hein, je vous rappelle quand même, on est confinés. Trompez un petit libraire qui, des fois, fait de la livraison pour faire marcher aussi les commerces de proximité. Exactement. Des petites affiches, tu sais, j'ai vu ça l'autre fois en ville. On est fermé, mais commandez-nous, on vous le met dans un sac, on désinfecte et tout. Donc, bon. Ah, super. Ouais, pense aux petits commerçants, il faut les sauver, ouais. Ouais. Eux, ils vont batailler plus que les gros groupes, ça c'est certain. Ouais. Ok. Mais on va laisser un peu de teasing sur tes aventures parce que moi j'ai vraiment envie que les gens, ça ce soit juste une introduction pour qu'ils aient envie d'aller te rencontrer, d'aller creuser plus sur ton histoire parce que moi tu m'as bouleversée, hein, je te l'ai dit au téléphone quand je t'ai eu et que par chance tu as répondu positivement à l'invitation. J'ai 2 personnes. T'as été maline. Parce que t'as envoyé des messages, après t'as envoyé une vidéo. Enfin, je dis là, franchement, elle est trop forte. Là, c'est bien. Et ça me forge le respect parce que si on envoie juste un message et qu'il n'y a pas de réponse et qu'on n'insiste pas, c'est qu'on n'avait pas vraiment l'envie.
Et là, tu n'as pas envoyé un message, tu en as envoyé 10, tu as envoyé une vidéo, tu as dit ouais, mais je veux vraiment le faire, et vas-y. Voilà, c'est ce qui m'a permis de. Enfin, c'est la réussite. Excuse-moi, tu as réussi l'objectif. Ah, je te remercie. Non, non, Franchement, c'est un cadeau. Égoïstement, je me le fais un peu à moi, j'avoue, parce que c'est juste un plaisir immense d'échanger avec toi. Mais c'est un cadeau que je peux faire à d'autres qui ne te connaissent pas. Et moi, j'ai vraiment décidé de donner plus de sens à mon entreprise encore que ce qu'elle en avait déjà. Et le partage, c'est quelque chose d'hyper important. Et je veux donner aux gens tout ce qui m'a aidé moi. Je veux leur donner, parce que je veux qu'ils puissent après découvrir d'autres choses qui seront les leurs. Hein. Mais commencer par leur donner ce que j'ai rencontré de positif dans ma vie, c'est un cadeau immense que je me fais aussi à moi. Moi, ça me remplit de donner. Donc, Continuons. ouais. Du coup, je voulais parler avec toi de l'entreprise française et du modèle des entreprises en France. Tout à l'heure, tu parlais des hiérarchies, systèmes pyramidaux, etc., qui te rendent allergique, et je te rejoins là-dessus. Hein. Moi, il y a des choses qui m'interpellent beaucoup en France, c'est la peur de l'échec. Tu parlais tout à l'heure des freins que les gens se mettent. C'est quelque chose qu'on retrouve moins dans le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu le sais, quand les gens montent une boîte, si tu n'as pas échoué 4 fois, on ne te prête pas d'argent. Et nous, les Français, quand on va voir une banque, il faut dire ah non, moi j'ai toujours tout réussi, je suis le meilleur, je suis un cador. Parce qu'on a vraiment peur de l'échec, parce qu'on ne sait pas comment on va gérer ça. Et j'ai l'impression qu'en France, on a peur de la vulnérabilité tout court. Et toi, tu aurais pu être dans cette posture-là. Qu'est-ce qui t'a donné la niaque, l'envie de ne pas être là-dedans? Et qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là, ceux qui ont peur justement de l'échec et d'être jugés? Mais je crois que c'est un peu mon côté optimiste. Hein. Je pense que je suis né optimiste. Ouais. Je pense qu'on peut le devenir aussi. Malheureusement, il y a une maladie qui s'appelle le pessimisme qui est terrible, qui est beaucoup plus contagieuse que l'optimisme. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe le printemps de l'optimisme, pardon, et également un pays qui s'appelle l'Optimistan. Je vous invite à prendre un passeport, hein, on le trouve sur Internet, hein, si on veut devenir optimiste. On peut rentrer dans ce pays-là, le pays des optimistes. C'est pas être optimiste, c'est pas de voir les petits oiseaux qui gazouillent et qui dit ça y est, la vie est belle. Hein, c'est pas la méthode Coué, tout va bien, je vais bien. Non, non. Être optimiste, c'est de croire en son parcours de vie, de le travailler vraiment et de dire voilà, je veux ça et moi j'y crois et il faut que j'arrive à convaincre des personnes autour de moi pour qu'ils y croient aussi et qu'on avance ensemble. Donc voilà, je pense que je suis profondément optimiste. D'ailleurs, il y a un journal économique qui m'a élu l'homme le plus optimiste de l'année 2017, hein, c'est le journal Ecoréseau. Bon, le problème c'est qu'ils m'ont élu dans la catégorie électron libre. J'ai trouvé ça rigolo, mais moi, pour un gars qui était électrocuté. Donc, après, ils m'ont dit pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Donc voilà, je pense que c'est mon trait de caractère aussi, c'est d'être optimiste et d'avancer comme ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question par contre. Oui, complètement. Moi, toutes tes réponses, ça sera les bonnes. Ce que je veux, c'est juste toi, l'état pur et rien d'autre. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Par rapport au regard sur le handicap, moi, je voudrais qu'on en parle sans tabou tous les deux. Il y a un truc qui me dérange en France, c'est qu'on ne recrute pas beaucoup de personnes en état de handicap. Il y a un gros tabou encore là-dessus, comme si ça venait toucher les compétences de quelqu'un. Moi, ça me met hors de moi. Et j'aimerais bien que tu adresses un message spontanément aux entrepreneurs qui, en fait, ont peut-être juste besoin d'être rassurés. Aujourd'hui, on les incite à recruter en les punissant avec des amendes s'ils ne le font pas assez, c'est-à-dire qu'ils ont des charges en plus. Enfin, au lieu d'être dans la répression, moi, j'aimerais bien qu'on soit dans l'accompagnement et l'aide à mieux comprendre pourquoi il faut arrêter d'avoir genre d'a priori débile qui sert à rien et qui n'aide pas trop des boîtes finalement. Je pense que le maître mot, c'est encore une fois, hein, je suis désolé, mais c'est oser, quoi. Allez-y, hein, vous les chefs d'entreprise, les TPE, les PME, hein, parce que les gros groupes, bien sûr, ils essayent d'atteindre leur objectif de 6% à partir de 20 salariés. Mais même si vous avez moins de 20 salariés et que vous voulez embaucher une personne en situation de handicap, mais essayez, quoi. Au moins essayez. Renseignez-vous, prenez de l'information. Parce que là, aujourd'hui, en plus, vous avez le temps là, de regarder, de voir comment que ça se passe, et ainsi de suite. Tu sais, très souvent, je fais beaucoup de conférences aussi dans le monde de l'entreprise pour justement le changement de regard de notre société sur les personnes handicapées dans le monde de l'entreprise. Et très souvent, je dis à 3 managers, et là, il faut comprendre ce que je vais dire, c'est que les réflexes humains est normal. Donc, je dis aux chefs d'entreprise, mettez-moi 3 managers à côté de moi. Et dites à vos 3 managers, ça y est, l'entreprise a une politique emploi des personnes handicapées, je vais embaucher une personne handicapée. Mais les 3 managers, ils vont avoir le smiley en disant, ouais, c'est super, franchement, c'est une bonne politique. Et 2 secondes après, il va dire, mais alors dans le bureau de Martine? Ou alors, je crois que Jean-Christophe, il a une place là-bas. Mais pas dans mon équipe, hein, parce que moi, mon équipe, elle est bien. Puis, j'en veux pas de ton truc là, parce que si c'est moi qui l'ai, est-ce que je vais perdre des parts de marché? Est-ce que je vais être moins compétitif à cause de cette personne qui est handicapée? Pourquoi il a ce réflexe-là, ce manager?
ou même le salarié de base, hein, il a le même réflexe. Pourquoi ils ont ces réflexes-là, ces gens-là? C'est parce qu'ils n'ont jamais été confrontés au handicap. Pendant des décennies, je dis bien pendant des décennies, on a caché les personnes en situation de handicap dans notre pays. Donc, ce qui veut dire que dans le conscient collectif, handicap égale Cosette et Thénardier. Handicap égale non performant. Qu'est-ce que j'en fais de ce truc? Ils n'imaginent pas, tous ces gens-là, qu'il y a des personnes handicapées qui ont été à bac+3 ou bac+5 et qu'ils attendent qu'une seule chose. Ce qu'on m'a accordé moi pour traverser la Manche ou relier les 5 continents ou être pilote sur le Dakar, la confiance qu'ils méritent. Moi, je me suis entraîné pour faire ça. Eux, ils se sont entraînés à l'école pour avoir bac+3 et bac+5. Ils attendent qu'une seule chose, la confiance qu'ils méritent. Et quand on leur accorde la confiance, qu'on voit bien que leur énergie, elle est multipliée par 1000%. Et que ça surprend beaucoup de collaborateurs en disant, waouh, putain, mes préjugés, ils étaient vraiment mauvais, quoi. J'étais un naze, enfin, j'étais nul d'avoir ces préjugés-là. Mais il n'était pas naze, c'était naturel, puisqu'on ne lui a jamais expliqué avant. On a toujours caché nos personnes handicapées. Donc, ils ont un réflexe normal. Il ne faut pas qu'ils s'en veuillent, quoi. Même aujourd'hui, il ne faut pas reprocher à une entreprise de ne pas embaucher. C'est juste qu'elle a peur. C'est juste qu'elle a peur. Alors peut-être qu'il faut l'accompagner, la tenir par la main et dire, ok, viens, je vais te montrer comment que ça se passe. N'aie pas peur. Mais il faut imaginer aussi une autre chose, c'est que vous avez le monde de l'entreprise qui a peur d'un côté, et vous avez le monde des personnes handicapées de l'autre côté qui regardent et qui ont peur aussi. Et ils se regardent les deux en disant, oh, mon Dieu, comment je vais faire? Il suffit juste de les rapprocher. Et je vous jure que ça fonctionne. Moi qui fais beaucoup de conférences en entreprise, et je vous jure que ça fonctionne. Et que, bizarrement, alors il y en a qui n'aiment pas qu'on dise ça, mais bizarrement, la bobologie disparaît. Et ça fonctionne. Et franchement, quelle image à l'extérieur de l'entreprise, en disant, regardez mon entreprise comme elle est ouverte aux autres. Mon entreprise, elle est pour tous, elle fonctionne. Tout le monde est dans mon entreprise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré nos différences de